Excuse me, we are having the last Excusez-moi, on doit aller vers la dernière session de discussion de cet après-midi, de ce soir. Je m'appelle Alexander Chen, je suis en charge de ministère en charge de la planification de la Zambie, et notre tout dernier sujet de discussion d'aujourd'hui portera sur le développement des champions nationaux et aussi les investissements privés. Les membres de ce panel seront composés de Félix Ousselem, le vice-président des infrastructures, de l'industrialisation et du secteur privé de la BAD, Banque africaine de développement. Le second est Carla Mancio, le directeur de Planète et Prospérité, qui vient de la Commission de la Commission européenne. Il y a aussi M. Guros, qui est le vice-président du Conseil français des investisseurs en Afrique. On a aussi M. Keïten, qui est le PDG de la Banque africaine Waka. Il y a aussi le représentant de l'honorable Amadouba. Donc le représentant, s'il vous plaît, du ministère des Finances, M. Amadouba. the representative from the minister. Le représentant du ministre. On a aussi le ministre de l'économie, de la planification et du développement qui vient du Gabon. Il va arriver plus tard. Tel que je l'ai dit, notre sujet portera sur le développement des champions nationaux et les investissements privés. En commençant, il y aura une présentation de la Banque africaine de développement. Je vous remercie, Excellence. Ce sera en anglais sur l'écran et en français à mon niveau. Donc, je vous donnerai quelques mots simplement d'introduction sur le rapport que nous avons fait pour cette conférence, mais également en mettant l'accent sur certains aspects clés du développement du secteur privé et de l'investissement privé en Afrique. Je n'essayerai pas d'être compréhensif, je n'essayerai pas de couvrir tous les thèmes, ce serait trop long pour une courte intervention. Premier élément, quand on parle de croissance en Afrique, on a 54 réalités. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas une réalité. Nous avons 54 pays qui ont suivi 54 trajectoires différentes et qui ont des opportunités qui ne sont pas toutes les mêmes. Si vous êtes à la gauche de la diapo, là vous êtes l'Éthiopie, le Rwanda, le Ghana, l'île Maurice, qui sont les 4 pays qui ont connu le taux de croissance par habitant le plus élevé au cours des 10-12 dernières années. Ce que vous avez fait dans le passé et vos stratégies aujourd'hui sont par définition très différentes que si vous trouvez sur l'extrême droite de cette diapo qui est cachée. L'extrême droite de cette diapo qui montre pour certains pays malheureusement une croissance négative du PIB par habitant au cours des dernières années. Quand on regarde, on essaie d'analyser les causes et ce qui a fait la différence entre ces différents groupes de pays, il est utile de faire référence à une étude récente du cabinet McKinsey.
Le cabinet McKinsey a fait l'étude de 71 pays émergents et en développement au courant des 20 et 50 dernières années et a constaté que sur les 71 pays en question, 17 avaient connu un taux de croissance par habitant, du PIB par habitant de 3,5% par an pendant 20 ans ou plus. De ces 17 pays, seule l'Éthiopie était pays africain. Donc on parle de 71 pays émergents et en développement. De ce groupe, de ce peloton de tête, nous avons l'Éthiopie, suivi par le Rwanda, qui accède au peloton des pays à croissance soutenue d'au moins 3,5% de PIB par habitant par an pour les 5 dernières années. Alors, quels sont les critères clés qui ont déterminé, qui caractérisent ce groupe de 17 pays, plus les 5 dont fait partie le Rwanda pour la période plus récente? Deux critères, deux aspects absolument fondamentaux. D'une part, une politique publique, une politique économique stable, pro-croissance, pro-secteur privé, qui met également, et je mets l'accent là-dessus, l'accent sur la concurrence dans le marché, au sein du marché. Donc très important, des politiques pro-concurrentielles. Second élément clé, dans pratiquement tous ces pays, on a vu l'émergence d'entreprises nationales fortes, d'entreprises nationales dynamiques. Et donc, cette combinaison de deux facteurs, un cadre macroéconomique, de politique économique, d'investissement incitatif, et soutenu dans le temps, avec des politiques stables, accompagnées par des entreprises privées dynamiques qui ont réussi à développer le marché et à s'étendre à l'extérieur, c'est la combinaison gagnante pour l'émergence, selon cette étude, donc, qui porte sur 20 et même 50 années de croissance dans les pays en développement. Quand on regarde les facteurs clés, bien sûr, l'environnement des affaires, le climat de l'investissement reste un facteur important. Vous connaissez tous le rapport Doing Business qui en fait fait le point sur 10 critères ou une dizaine de critères spécifiques de l'ensemble des pays du monde. Et sur ce classement donc, de 190 pays, il y a 10 pays africains dans le top 100, mais il y en a 13 dans les 20 derniers au classement. Donc il y a un progrès important, un travail important à faire en matière de climat de l'investissement. C'est uniquement un symptôme, ce classement. Et heureusement, on voit que, par exemple, pour l'année dernière, 5 pays africains étaient parmi les 10 pays qui avaient introduit le plus de réformes au niveau de ce rapport spécifique. Quand vous voyez ce que les entreprises elles-mêmes disent de leurs contraintes, de leurs problèmes, les enquêtes d'entreprises montrent 5 groupes de facteurs clés qui entravent leur développement. L'accès aux finances, au financement arrive en premier lieu. Second, l'accès à l'électricité. Troisième, et en fait peut-être plus important que les autres parce que j'en ai regroupé plusieurs, tout ce qui concerne la politique économique, la politique de la concurrence, la fiscalité, la politique commerciale et des échanges. Quatrième, encore plus important, parce que j'ai regroupé également 3 ou 4 facteurs différents, le climat politique, l'économie politique, la stabilité, la corruption, le droit et le respect des contrats, et finalement accès à la propriété et en particulier au terrain, à l'immobilier. Donc ce sont les facteurs qui sont clés au niveau des contraintes principales telles que rapportées par les entreprises africaines elles-mêmes. On a parlé beaucoup ce matin d'investissement direct étranger et c'est un vecteur absolument clé de l'émergence, un vecteur clé, le Premier ministre Mahathir l'a dit en particulier. Les investisseurs étrangers font venir non seulement des capitaux, mais également de l'expertise, de manière de travailler, etc. Donc facteur très important. On voit en Afrique le premier graphe montre le total de l'investissement étranger en Afrique au cours des 12 dernières années. On voit qu'il y a eu un glissement progressif depuis 2011, lié en partie aux crises récentes. Et on voit également à droite un sous-aspect
de l'investissement direct étranger, qui est l'investissement africain en Afrique, ça, qui représente à peu près 10% des IDE en Afrique, sont des investisseurs africains qui investissent en Afrique. Vous avez vu une tendance à la croissance très forte au cours des 10 années jusqu'en 2013, mais malheureusement également une chute plus récemment, et donc un élément à rattraper et quelque chose de très important, on en reparlera. Constat suivant, l'Afrique malheureusement n'est pas un marché, elle le sera peut-être et probablement si nous y travaillons tous à l'avenir avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Mais pour le moment, c'est un marché, c'est 54 marchés avec une multitude, un genre d'organismes régionaux d'intégration régionale. Donc on compte pour l'Afrique 16 zones économiques, alors que pour l'Europe, par exemple, on n'en compte qu'une seule. Donc ça fait une différence énorme. On compte pour l'Afrique 80% quand on voit la facilité que les Africains ont à voyager d'un pays à l'autre. Dans 80% des cas, les Africains ont besoin d'un visa pour visiter un autre pays africain, alors qu'en Europe, par exemple, ce n'est pas le cas du tout. Donc, beaucoup reste à faire en matière d'intégration économique, et cette intégration est un vecteur de croissance, est importante. Même chose, pour soutenir cette intégration, il faut des infrastructures, et on en a parlé beaucoup déjà ce matin, des infrastructures qui permettent d'intégrer le continent et d'appuyer le commerce et l'investissement au travers des frontières. Vous verrez ici que le coût du transport, de la logistique en Afrique est un multiple par rapport aux coûts de production, les coûts de transport. Et une fois de plus, vous avez entendu un intervenant, je crois que c'était DP World ce matin, qui parlait du coût exorbitant du transport par rapport aux coûts de production. Donc il y a de progrès énormes à faire également. Je mettrai l'accent en matière de réforme et d'intervention sur 3 points particuliers. Pas parce qu'ils sont les seuls, j'ai parlé de beaucoup d'autres points avant, mais parce que je crois qu'ils méritent un accent particulier s'agissant de points qui ne coûtent rien. Ce ne sont pas des points des réformes qui sont coûteuses, c'est des réformes, c'est des engagements avec un aspect budgétaire limité et un retour très important. Le premier, améliorer le climat de l'investissement. Tout le monde peut le faire et ça peut avoir un impact important. Ce n'est pas simplement changer des lois, c'est également s'assurer de leur mise en application. 2, l'ouverture des marchés et la mise en œuvre de tous les accords, que ce soit la ZLEC ou les autres accords économiques. Et 3, le soutien à l'investissement intra-africain. Ça peut paraître peu important, mais ce soutien à l'investissement intra-africain permet de créer des relations entre pays qui sont des relations commerciales, qui sont des relations d'entreprise, et permet de mettre également le secteur privé comme moteur de l'intégration ayant des intérêts particuliers à promouvoir. Quelques pays à haute croissance dont on a parlé, les pays émergents forts. L'Éthiopie arrive première au classement des 20 dernières années, a mis en place une politique axée sur l'investissement dans l'infrastructure, on en a beaucoup parlé, et sur une politique industrielle claire. Un investisseur sait où il peut investir, où il ne peut pas investir, et s'il investit, il sait qu'il y aura une certaine stabilité avec des politiques fiscales, avec des politiques de clusters, de regroupement, de zones de développement, de parcs industriels, d'accès, de tirer profit de, par exemple, l'AGOA aux États-Unis pour accéder au marché extérieur, etc. Un exemple. Second exemple d'émergence, c'était le second dans la liste que je vous ai donnée tout en début de présentation, le Rwanda. Rwanda qui a mis l'accent sur une politique très holistique, très complète, un rebranding du pays, passant notamment par un investissement fort au niveau du climat de l'investissement. Et fait assez remarquable, c'est le pays qui a le plus progressé dans le classement Doing Business, passant de 143 en 2005, qui était la première année du rapport, à 29 l'année dernière, second derrière l'île Maurice au niveau de l'Afrique. Et quand vous voyez donc un pays qui a investi fort
en matière de climat d'investissement et qui est également un des pays à croissance le plus rapide, pays également où l'investissement a cru de 60% et les IDE de 40% au cours des dernières années. Troisième pays, le Maroc, profil très différent, mais également situation macroéconomique stable et politique industrielle très claire. Maroc qui a tiré avantage de sa proximité avec l'Europe de manière très intelligente et une fois de plus des politiques à long terme, très compréhensive, avec politique fiscale, politique de zone, notamment la zone de Tanger, politique d'accès au marché de manière très agressive dans ce cas-ci vers l'Europe et investissement en matière de capital humain. Donc, importance, de manière plus générale, de développer un climat des affaires plus ouverts. 54 pays, ce sont 54 marchés qui, pour la plupart, sont trop petits pour attirer l'investissement. Donc, je crois qu'il y a un effort énorme à faire par les gouvernements pour mettre en œuvre cette zone de libre-échange continentale, pour créer plus de concurrence au sein du secteur privé en attirant le secteur privé de pays voisins. Éléments reliés, développer les chaînes de valeur et la valeur ajoutée locale. Côte d'Ivoire et Ghana travaillent ensemble, on en a parlé ce matin également, pour augmenter la transformation locale du cacao. Le Maroc, je viens d'en parler, a ajouté une valeur énorme en matière non seulement de l'extraction du phosphate, mais de la production d'engrais, etc., par le groupe OCP. Au Nigeria, Indorama utilise le gaz nigérian pour créer de l'urée et des engrais. 3 opérations qui sont appuyées, soit dit en passant, par la Banque africaine de développement. Donc pour nous, développer les chaînes de valeur, développer la valeur ajoutée locale sont des axes clés pour le développement de l'émergence, en particulier parce que beaucoup des 54 pays africains sont trop petits pour avoir la taille voulue pour des investissements à l'échelle voulue. Et donc, pour clôturer cette brève introduction, qui, une fois de plus, je n'ai pas essayé de faire un résumé de l'ensemble des points importants pour le développement du secteur privé, je n'ai pas essayé de faire l'analyse précise de ce qui a déterminé les investissements privés en Afrique. J'aimerais réitérer les 3 points clés de mon intervention. La nécessité d'améliorer le climat de l'investissement, quelque chose qui est bien sûr responsabilité des États, mais également des organismes d'intégration régionaux, les commissions économiques régionales, créer par exemple, on a la zone OADA au niveau de l'Afrique francophone qui a créé un système unique pour, je crois, 17 pays différents. Donc, il faut faciliter la vie des entreprises, améliorer le climat des affaires au niveau national et régional, ouvrir les marchés et en faire une réalité parce que les marchés sont trop exigus et encourager les champions nationaux, régionaux plutôt, des champions qui pourront accélérer le processus d'intégration lui-même en étant investisseurs dans d'autres pays, en contribuant au développement d'autres pays et en ayant, disons, leur argent en cause dans la réussite de l'intégration économique régionale. Donc, ce sont toutes des actions qui sont des actions à faible coût budgétaire, des actions qui requièrent une forte collaboration entre secteur privé et secteur public, un des thèmes principaux de ce colloque aujourd'hui. Et pour clôturer, la Banque africaine de développement est là pour aider le secteur public, pour aider le secteur privé. Nous finançons les deux à accélérer l'émergence en Afrique, en particulier par le secteur privé. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et ça nous a permis de comprendre que nous avons besoin du secteur privé pour remplir un peu les déficiences que nous avons que nous rencontrons en Afrique. Vous avez parlé du développement des affaires, de l'environnement macroéconomique. Vous avez parlé de politique de stabilisation, de politique publique. Est-ce qu'on peut avoir Madame ici pour avoir sa réaction un peu, elle qui est de la BAD?
dire que je suis ravie d'être ici pour représenter l'Union européenne aujourd'hui et remercier les organisateurs pour cette conférence qui touche un sujet extrêmement important également pour l'Union européenne. Quand on parle d'émergence, d'appui au secteur privé et des créations d'emplois, je voulais juste démarrer par la présentation de la dernière initiative qui a été prise par le président Juncker en disant « Nous voulons créer encore une fois, renforcer notre alliance Europe-Afrique justement pour renforcer des investissements durables et de l'emploi. » Et l'idée est vraiment, même dans notre action au niveau de l'Union européenne, de donner un coup de fouet aux investissements, au renforcement du rôle du secteur privé et à l'amélioration des compétences pour permettre effectivement à ces secteurs privés de jouer un rôle déterminant dans l'émergence des différents pays africains. Alors, votre question m'amène à réagir un peu aux points qui ont été soulevés par M. Ghislain, qui vient de mentionner justement les défis essentiels auxquels les différents pays africains doivent faire face pour justement amener à cette émergence. Et ce sont des défis qu'au niveau de l'Union européenne, on partage tout à fait. Que nous puissions parler de la question climat des affaires, que nous puissions parler de l'accès au financement, que nous puissions parler effectivement de l'ouverture du marché et de l'intégration des marchés au niveau africain. Nous avons lancé il y a 2 ans ce que nous avons appelé les plans d'investissement extérieur. Donc un effort supplémentaire de la part de l'Union européenne d'appuyer l'investissement au niveau des pays africains. Nous avons mis à disposition de nouveau 4 milliards d'euros pour, je dirais, produire un effet levier pour des investissements qui pourront atteindre d'ici 2020 pratiquement 44 milliards d'investissements en Afrique. L'approche qui était proposée, c'est justement une approche intégrée, c'est-à-dire une approche qui puisse d'un côté améliorer l'accès au financement et donner un soutien au gouvernement pour continuer à améliorer les climats des affaires, pour produire un climat des affaires favorable à l'investissement. Et quand je parle d'investissement, d'emblée, je vais vous dire, je ne suis pas en train de me référer à l'investissement européen, mais l'investissement européen et à l'investissement également africain, parce que nous sommes en train de parler des champions africains et comme le président l'a dit ce matin, c'est très important de regarder les petites et moyennes entreprises, et regarder les petits entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs en Afrique, et c'est celui-là les groupes cibles de notre intervention. J'ai parlé de l'accès au financement. Laissez-moi vous dire que quand nous parlons de l'accès au financement, on vise et l'investissement public et l'investissement privé. Investissement public, nous avons soutenu beaucoup de projets d'investissement. Nous avons parlé beaucoup ce matin d'énergie, d'infrastructures, par dérisquer des investissements privés en ajoutant une composante de subvention à des projets d'investissement soutenus par des prêts, ce que nous appelons les mixages prêts et dons. Ben voilà, ces 2 dernières années, nous avons financé au moins 88 projets d'investissement dans le domaine des transports et essentiellement dans le domaine de l'énergie et de l'énergie renouvelable, en mobilisant d'ores et déjà pratiquement 37 milliards d'euros. Le deuxième aspect, c'est l'accès au financement pour le secteur privé. Alors, nous savons tous que pour financer des investissements, la première question qu'on se pose est quel est le niveau des risques. Plus les risques élevés et moins les institutions financières sont prêtes à prêter des fonds. Donc, nous avons décidé de créer des instruments innovateurs, ce que nous appelons des garanties. Donc, nous allons mettre en place des 28 programmes de garanties pour justement dérisquer les investissements. Alors, nous couvrirons pratiquement en des mots simples les risques que certaines institutions financières européennes et locales ou des intermédiaires financiers devront prendre pour prêter, par exemple, à des petits entrepreneurs, à des petites et moyennes entreprises ou à des grandes entreprises qui présenteront des projets d'investissement. Cela est très important et nous avons voulu démarrer tout de suite avec les premiers programmes de garantie que nous avons inaugurés, que nous avons signés en décembre dernier et qui est appelé le programme Nazira.
Je commence par ces programmes-là parce que là, l'idée, c'est vraiment de viser les jeunes, de viser la femme, de viser la personne déplacée, de viser les migrants qui rentrent dans son propre pays et qui puissent lancer une nouvelle activité productive. Voilà, c'est ce type de projets d'investissement-là que nous voulons également aider à soutenir dans son financement en dérisquant, en atténuant les risques du financement. Voilà je dirais, l'initiative qui a été prise pour justement faciliter l'accès au financement. Je parlais tout à l'heure avec un entrepreneur qui veut travailler dans le secteur de la transformation de la mangue. Voilà, pour nous, cet entrepreneur, il devra avoir facilement accès à ces financements par des opérateurs économiques et financiers nouveaux. La deuxième intervention que je mentionnais vise à soutenir l'appui et l'effort des États pour l'amélioration du climat des affaires. Alors, M. Ghislain a déjà mentionné l'ensemble des panoplies des actions qui vont d'une stabilité macroéconomique, mais également de la simplification des procédures administratives. C'est un effort qui doit être mené par le gouvernement pour améliorer et faciliter et rendre un climat des affaires favorable. Tout cela, encore une fois, par une approche intégrée. Pour rendre, je dirais, ce que je suis en train de dire un peu plus concret, j'aimerais prendre l'exemple de ce que nous sommes en train de faire ici au Sénégal, pour vous montrer qu'au Sénégal, nous avons pu soutenir des projets d'investissement public. Ce matin, le président Adesina a mentionné, par exemple, les financements du pont Gambie-Sénégal qui va désenclaver, je dirais, les liens avec la Casamance. Ça a été un projet que nous avons soutenu par un mixage prêt-don. Je voudrais dire également que, par exemple, le Sénégal pourra bénéficier des 12 des programmes de garantie qui vont être financés au cours de l'année. Ensuite, il y a un programme d'appui au gouvernement du Sénégal, justement pour avancer dans la mise en œuvre des réformes qui viseront à l'amélioration du climat des affaires. Nous avons convenu, par exemple, de soutenir les budgets de l'État avec un montant de 30 millions d'euros pour avancer dans la réforme de la simplification administrative. Passer, par exemple, à la télédéclaration fiscale ou au télépaiement. Et pour également faciliter l'amélioration de la justice commerciale, qui ici au Sénégal peut être un problème crucial. Peut-être le ministre il va nous en toucher un mot tout à l'heure. Également, il y aura des programmes d'intervention pour soutenir, je dirais, les entreprises privées sénégalaises dans l'effort d'améliorer la compétitivité des produits sénégalais au niveau des échanges commerciaux. Voilà une série d'interventions. Je prends le Sénégal comme exemple. Des interventions similaires sont en train d'être mises en place comme soutien de l'Union européenne aux différents pays africains. Peut-être un dernier mot, et je me limite au dernier mot. Je pense qu'un élément important pour améliorer l'investissement, c'est également les rapports de confiance que le président a mentionné ce matin, un rapport de confiance vis-à-vis du secteur privé. Et je crois qu'un élément important va être les dialogues publics et privés, qui est le seul qui pourra effectivement créer ce climat de confiance qui va faciliter les investissements dans les différents pays. Désolée si j'étais un peu trop lente. Merci, Monsieur le ministre. No, Non, c'est bien, ça va. Peut-être que je devrais vous donner 2 à 3 minutes. L'intervention que vous avez faite et l'exemple que vous avez donné, surtout le cas du Sénégal. Vous venez de l'Union européenne et le soutien qu'il vous faut, c'est essayer de prendre l'Afrique dans son entièreté et l'assistance que l'Union européenne donne au continent africain, surtout au Sénégal. Pouvez-vous nous en parler? Il y a bien sûr, j'ai parlé des projets d'investissement qui mélangent prêts et dons. Il y a des projets d'investissement dans les secteurs de l'énergie qui visent à créer des projets d'intégration au niveau régional. Je prends par exemple les projets de la dorsale nord qui visent à créer des lignes de connexion
pour les transferts de l'énergie et de l'énergie renouvelable et qui vont par exemple du Nigeria au Niger, au nord du Burkina et au nord du Bénin. Donc des projets qui visent à assurer cette intégration régionale dans un domaine qui est crucial, M. Ghislain vient de le mentionner dans la présentation, qui est, et ce matin nous l'avons mentionné aussi, qui est par exemple la fourniture de l'énergie et le désenclavement des zones rurales par l'apport en énergie. Un autre exemple, mais je pourrais en donner toute une série. No, thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'autre chose pour l'Afrique, c'est essayer d'aller de l'avant en tant que continent. Et c'est pour cela que nous avons, sous la houlette de l'Union africaine, la zone de libre-échange. Et donc, on va essayer de voir un peu avec toutes ces interventions qui s'occupent de l'Afrique. Après, on va donner la parole à M. Guéros. Et qu'est-ce qu'il faut pour développer le secteur privé pour avoir des champions nationaux? Merci, M. Guéros. We speak in French. Avec votre permission. Alors, on me demande de donner le point de vue du secteur privé que je représente puisque je suis le président du CIAN, qui est une organisation qui regroupe la quasi-totalité des entreprises françaises, mais pas uniquement françaises d'ailleurs, investies en Afrique. Donc nous connaissons l'Afrique, nous y participons beaucoup, et nous connaissons le fonctionnement du secteur privé. Ce matin, je crois qu'il y a eu absolument unanimité pour dire que le rôle du secteur privé et de l'entreprise privée était absolument essentiel pour arriver à une Afrique émergente. Je ne reviendrai pas dessus. Tout le monde sait que c'est l'entreprise qui crée la richesse primaire. Tout le monde sait que c'est l'entreprise qui crée les emplois, beaucoup plus que l'État. Et enfin, tout le monde doit être maintenant persuadé que les questions de préservation de la planète, de bonne attitude sociale, de bonne gouvernance sont quelque chose qui est totalement prégnant dans la manière de gérer les entreprises. Je ne reviens pas là-dessus. Une petite remarque, si vous me permettez simplement. Il a été longuement évoqué ce matin le sujet des entreprises africaines. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je voudrais juste apporter une nuance pour dire qu'il est beaucoup plus important de faire la promotion des entreprises dont le centre de décision est en Afrique, c'est ça qui compte, plutôt que la totalité du capital en Afrique. S'il doit falloir ouvrir le capital pour avoir accès à des capitaux internationaux, il ne faut pas s'en priver, car la fluidité du capital, de l'equity, comme on dit dans le business, ça compte. Donc, focalisons-nous d'abord sur la localisation des centres de décision. Alors maintenant, si on est persuadé que ce sont les entreprises qui vont créer une Afrique émergente, comment il faut s'y prendre ? Eh bien, je voudrais vous donner 5 pistes ou 5 conditionnalités pour que ça marche. Comment faire pour que ça marche? Alors, j'en donne 5 parce qu'on m'a donné 5 minutes. Bon, alors si on m'avait donné 10 minutes, j'en aurais peut-être eu 10. La vérité, simplement, c'est qu'il y en a beaucoup. On peut en trouver d'autres, mais j'en ai sélectionné 5 parce que c'est les plus importantes. Rassurez-vous, ça ne va pas être long. La première conditionnalité ou la première piste, c'est qu'il faut avoir confiance en l'Afrique. Et ça s'adresse aux entreprises. Je dis aux entreprises, osez l'Afrique. Il faut, comme le mot a été utilisé plusieurs fois, dérisquer l'Afrique. L'Afrique n'est pas plus risquée que d'autres continents dans le monde. Il faut donc dérisquer l'Afrique. Ceci se traduit pour les entreprises par le fait qu'elles doivent oser surmonter leurs craintes. Elles ont peur d'y aller, elles n'osent pas y aller, c'est instable, c'est dangereux. Il faut surmonter ça. Et la deuxième chose qu'il faut accepter pour les entreprises, c'est d'accepter d'avoir un retour sur investissement un petit peu plus lent, compte tenu de la taille des marchés et des difficultés quelquefois d'infrastructure. Donc quand vous attendez dans votre métier un retour sur investissement, par exemple, de 3 ou 4 ans, eh bien dites-vous que si vous allez en Afrique, il faudra peut-être attendre 5 ans. Mais vous aurez la récompense au bout. Donc, première piste, confiance en l'Afrique. C'est la première piste. La deuxième piste, qui a longuement été évoquée, je passerai très vite, c'est créer un climat des affaires favorable aux entreprises. Une petite chose assez personnelle que je voudrais vous dire. Il est assez à la mode, notamment dans mon pays, mais pas que, de critiquer les entreprises, qui ont un objet social qui est de faire du bénéfice, de faire du profit, et par conséquent, elles n'ont pas la noblesse du secteur public.
Et cela peut conduire quelquefois à ne pas tout faire pour les aider. Eh bien moi je dis, nous devons tous collectivement tout faire pour créer un climat favorable aux entreprises. Ça n'est pas de la défense d'intérêts particuliers que je fais, c'est simplement du bon sens. Les entreprises, elles créent l'emploi, elles créent la richesse. Taper sur les entreprises égale freiner l'emploi, égale freiner la création de richesse. Donc c'est très amusant, mais c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, créons un état d'esprit général favorable aux entreprises. Deuxièmement, sur le climat des affaires, tout le monde sait, je ne vais pas revenir là-dessus, la stabilité des règles. Vous ne pouvez pas investir dans un pays si les règles changent tout le temps, les règles juridiques, les règles sociales, etc. La stabilité des règles. Et troisièmement, une certaine permanence des régimes fiscaux. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, et là je m'adresse aux Africains. On me demande quelquefois, qu'est-ce que vous pensez des impôts en Afrique, est-ce qu'ils sont trop élevés? Mais moi j'en pense rien. D'abord, ça n'est pas de mon ressort, c'est du ressort des gouvernements. Ce que par contre je me permets de dire, c'est nous demandons que les régimes fiscaux soient à peu près les mêmes pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'exonération trop forte ou d'inégalité de traitement. Autrement, c'est une minorité simplement qui paye l'impôt, et ça peut arriver quelquefois à des harcèlements fiscaux. Par conséquent, cette question de l'harmonie fiscale et de l'égalité fiscale est absolument clé. Voilà ce que je voulais vous dire pour le deuxième point, qui est le climat des affaires. Le troisième point est l'accès au financement. Ça a été aussi longuement évoqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je vais simplement mettre en avant deux questions. La première, c'est les taux d'intérêt. Vous savez tous sans doute que pour emprunter en Afrique, en monnaie locale, ça coûte très cher. Si vous êtes une société déjà relativement importante, vous avez peut-être à payer entre 6 et 7%, mais une PME qui débute risque d'avoir à payer 15% pour emprunter l'argent dont elle a besoin pour lancer ses affaires. Eh bien, si vous empruntez l'argent à 15%, vous ne pouvez pas faire d'affaires. Ce n'est pas plus compliqué que ça, parce que vous n'avez pas la rentabilité à la sortie. Donc, il faut tout faire pour faire baisser les taux d'intérêt appliqués aux entreprises. Et pourquoi sont-ils chers? Pour une raison très simple. Non, mais il faut savoir pourquoi ils sont chers. Ce n'est pas parce que les banquiers sont des gros méchants. C'est simplement parce que le système financier fait payer le risque africain ou le risque supposé africain. Et donc vous rebouclez sur ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a de la confiance dans l'Afrique, s'il y a de la stabilité et un climat favorable aux affaires, l'impression, le ressenti du risque va baisser et les taux d'intérêt vont baisser. Ça, c'est le premier point sur l'accès au financement. Et le deuxième point, et je suis content que Madame de l'Union européenne ait fait référence, qui est absolument capital, et s'il y a des entrepreneurs dans cette salle, vous allez tout de suite me comprendre, c'est celui des garanties. Il y a la double peine pour le financement en Afrique. D'une part, l'argent est cher, mais deuxièmement, une fois que vous l'avez trouvé, on vous demande des garanties qu'on ne demande pas dans d'autres régions du monde. On vous demande des garanties de vos actifs, on vous demande des garanties de votre société, on vous demande des garanties de votre marché, on vous demande de nantir vos comptes clients. À la fin, vous n'avez plus rien à donner en garantie. Et finalement, vous êtes obligé de déposer de l'argent en garantie, des déposites. Donc, le sujet des garanties est clé. Là, il y a des réponses. Ce sont, me semble-t-il, les organisations d'aide publique au développement et les bailleurs de fonds internationaux, et ça commence à être le cas, et je m'en félicite, devraient orienter une partie de leur aide internationale à délivrer des garanties pour les entreprises, PME et autres investisseurs en Afrique. C'est un sujet clé, c'est pas très plaisant à entendre, mais c'est un sujet absolument essentiel. Un petit point d'optimisme quand même sur le financement. En Afrique, l'argent ne manque pas. Il y a de l'argent. On peut financer ces projets. En revanche, je le répète, ils coûtent très cher et on demande des garanties. C'est la troisième condition. Il y en a 5. J'arrive à la quatrième, qui est absolument clé aussi, c'est la formation. La formation des opérateurs. Et là, ça s'adresse aussi au secteur privé. Nous souffrons tous, nous autres opérateurs en Afrique, d'une formation qui n'est pas toujours conforme aux besoins de l'économie. Nous avons besoin évidemment de philosophes, nous avons besoin d'historiens, nous avons besoin de géographes et de sociologues, mais on a quand même et surtout besoin de comptables, on a quand même et surtout besoin de menuisiers, de chefs de projet, d'agents techniques et de businessmen, des gens qui ont les réflexes des affaires. Donc si collectivement nous pouvons orienter la formation en Afrique délivrée aux professionnels
vers une formation tournée vers les besoins de l'entreprise, je peux vous garantir que nous aurons franchi un grand pas. Le CIAN en a pris sa part, puisque nous avons créé un organisme ou un programme qui s'appelle RH Excellence Afrique et qui revient à essayer d'amener les institutions de formation professionnelle en Afrique à un niveau d'excellence pour répondre aux besoins de l'économie. Donc la formation, c'est très important. Vous ne pouvez pas gérer l'entreprise et la développer pour créer les richesses, comme on l'a dit, s'il n'y a pas les compétences ad hoc. Le cinquième et dernier point a trait au partenariat. C'est une condition sine qua non. Nous devons tous avoir, secteur public et secteur privé, en tête, quand on pense au rôle de l'entreprise privée en Afrique, le mot de partenariat, qui peut prendre différentes formes. Partenariat entre le privé et le public. Les PPP, les fameux PPP. Nous ne devons pas nous regarder en chien de faïence, mais nous devons nous regarder en tant que partenaires, chacun dans son rôle. Deuxième type de partenariat, le partenariat entre les entreprises privées africaines et les entreprises privées internationales. Moi, en France, pour le CIAN, je passe mon temps à plaider auprès des entreprises françaises le fait qu'elles signent des partenariats avec des entreprises africaines. Pour l'entreprise africaine, elle peut bénéficier du savoir-faire de l'entreprise européenne, et pour l'entreprise européenne, elle bénéficie de la connaissance du marché et des habitudes locales de son partenaire africain. Et puis le troisième partenariat, évidemment, qu'il faut mettre en œuvre, c'est le partenariat entre les grosses entreprises et les petites. La meilleure manière pour se développer pour une PME, c'est de s'accrocher à une grosse entreprise qui a un gros marché. Voilà les 5 conditions. Confiance, climat des affaires, financement, formation, partenariat. On réussit ces 5-là, l'entreprise va amener l'Afrique à une Afrique émergente. Et pour ça, il faut 2 piliers, la confiance. Les entreprises, vous devez avoir confiance en vous, vous devez avoir confiance en l'État, l'État doit avoir confiance dans les entreprises, et nous devons tous avoir confiance en l'Afrique. Et le deuxième pilier, c'est la gouvernance. Une bonne gouvernance de l'État, une bonne gouvernance des bailleurs de fonds et des institutions internationales, qui vont notamment éviter la bureaucratie, qui est mortelle parce qu'il faut faire vite, nous sommes dans une course contre la montre, et évidemment la bonne gouvernance des entreprises, qui ont un rôle social et qui doivent avoir un comportement civique. Voilà, je vous remercie. Thank you so much. Merci beaucoup. Vous avez pris beaucoup de mon temps. Peut-être avant de rejoindre vos places, je voulais juste parler des retours. Par exemple, en Afrique, ça prend du temps. Nous avons des plans de développement en Afrique qui sont intégrés aux ODD. Et nous attendons à des impacts. Et comment allez-vous essayer de mesurer un peu l'impact sur les populations africaines et le moment où il y aura un retour sur investissement, par exemple? Ces relations sont absolument essentielles et nous essayons d'organiser des contacts réguliers entre les différents organismes, qu'ils soient publics ou privés, africains ou européens, pour échanger les idées et surtout donner des bases de dialogue essentielles et se comprendre. Tout vient de la compréhension des problèmes. Moi, j'ai l'habitude, quand on voit des pouvoirs publics, de toujours essayer de se mettre à la place des pouvoirs publics. Pourquoi telle décision est-elle mise en avant? Et à partir du moment où vous l'avez compris, vous pouvez l'influer. Eh bien, ça doit être pareil dans l'autre sens. Et je pense que, compte tenu de l'urgence qui nous attend, c'est la bonne méthode de développer des organismes de dialogue et d'échange réguliers. Surtout, vous avez parlé de la relation entre les populations et le commerce et ce que les investisseurs aimeraient bien tirer du continent africain. C'était là ma préoccupation. La balance entre les retours sur investissement et les populations. Une attitude civique, sociale, n'est pas exclusive de la rentabilité. Et je crois même que le profit et le bénéfice sont une condition du développement.
par exemple, la question de la responsabilité sociale des entreprises, la question d'un positionnement par rapport à la protection de la planète, à l'emploi des femmes, à l'égalité des genres, aux salaires égaux, etc., à non-emploi des enfants, etc. C'est des questions qui nous sont tout à fait proches, et je peux vous dire qu'il me semble que c'est au contraire, même pour nous, une condition de différenciation par rapport à des nouveaux acteurs. Et donc ça, c'est très important, nous l'avons complètement en nous, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc moi, je ne les oppose pas, et on peut très bien avoir un comportement totalement civique et utile au développement de l'Afrique et gagner de l'argent à la fin de la journée. Well, thank you. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien donner la parole à M. Daouda du FMI. Quelles sont les politiques dont le continent, du IFC, les politiques dont le continent a besoin pour aller de l'avant? Merci, monsieur. Et si vous me permettez, tous les panélistes ont parlé en français, la langue nationale, la langue officielle du Sénégal. Ici pour représenter le ministre de l'économie, des finances et du plan, qui s'excuse de ne pas pouvoir se joindre à vous aujourd'hui parce qu'il a été retenu par un empêchement de dernière minute. Et je suis le directeur général du secteur financier et de la compétitivité au sein de ce ministère. Et effectivement, donc, comme vous l'avez posé comme question, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut favoriser le financement du secteur privé en Afrique. Et de notre perspective au niveau du ministère, nous pensons que d'abord, il faudrait d'abord identifier les contraintes qui se posent déjà à ce financement du secteur privé. Et nous pensons que les contraintes sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, je pense que je peux reprendre ce que beaucoup de panélistes ont déjà mentionné. Il y a des contraintes qui sont liées vraiment à l'environnement des affaires qui est très inadéquat dans beaucoup de pays africains. Et en fait, en particulier, il est souvent noté en fait le faible cadre juridique et judiciaire en fait qui empêche aux banques, par exemple, lorsqu'elles ont besoin de se faire rembourser en fait des créances en souffrance, de pouvoir y arriver. Souvent, en fait le critique de beaucoup d'opérateurs bancaires, c'est qu'ils ont l'impression que les décisions de justice sont biaisées contre elles. Et ça, c'est un problème qui se pose dans beaucoup de pays africains et donc bien sûr qui restreignent un peu le financement ou l'accès au financement du secteur privé. Une autre contrainte en fait est souvent d'ordre réglementaire. Les opérateurs nous disent souvent qu'ils ont l'impression que les régulateurs dans notre zone, par exemple, ce serait peut-être la Banque centrale ou bien les commissions bancaires. Ils ont l'impression que certains ratios prudentiels en fait contraignent un peu la possibilité pour les banques de mobiliser des ressources longues pour pouvoir financer en fait l'économie. Effectivement, lorsque vous parlez aux régulateurs, ils s'en défendent, mais en fait c'est pour dire qu'en fait lorsqu'il y a des contraintes réglementaires, ça peut également en fait restreindre un peu l'habilité, la capacité des banques et des autres opérateurs financiers de pouvoir satisfaire la demande en financement du secteur privé. Donc ça c'est une deuxième contrainte. Une troisième contrainte qui est à noter, surtout en Afrique, c'est en fait souvent la faible capacité de l'infrastructure financière. Il se trouve que dans beaucoup de pays africains, les banques ou bien les autres opérateurs de crédit ont du mal à discriminer entre les clients en fait auxquels ils font face. Ils font face à une certaine asymétrie de l'information, ce qui est souvent dû à une absence de crédit bureau dans beaucoup de pays, ou bien lorsque ces crédits bureaux existent, la manière dont elles fonctionnent ne leur permet pas en fait de vraiment remplir leur rôle de la manière la plus satisfaisante. Et ça, en fait, cette absence d'infrastructure financière en fait adéquate est souvent de nature à restreindre un peu l'accès du privé en fait africain au financement. Et ça, c'est un problème majeur. Une autre contrainte qu'on a identifiée ici, pas juste au Sénégal, mais dans beaucoup d'autres pays africains, c'est aussi le fait qu'il y a une certaine informalité de l'économie. Il y a beaucoup d'entreprises, particulièrement les petites et moyennes entreprises, qui opèrent un peu de manière informelle, d'une certaine manière, et qui n'ont pas souvent en fait les états financiers qui
puisse permettre aux banques d'apprécier vraiment la valeur de leur solvabilité ou bien leur solvabilité. Et de ce fait, ça en fait réduit un peu la possibilité pour ces banques et les autres créanciers de pouvoir satisfaire leurs demandes de crédit. Ça, c'est un autre problème. Et peut-être un dernier problème que je pourrais, ou un autre obstacle que je pourrais citer, c'est également le faible développement du secteur financier en Afrique. Lorsque vous avez en fait un secteur financier qui n'est pas très diversifié, où il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités en fait de pouvoir accéder au financement, effectivement, bien sûr, ça cause un problème majeur de l'accès au crédit en fait pour le privé, parce qu'ils n'ont pas forcément en fait accès à des moyens diversifiés de pouvoir satisfaire leurs besoins de financement. Et ça, c'est un problème prévalent dans beaucoup de pays où en fait on est resté un peu à des systèmes assez traditionnels de financement de l'économie. Et donc, toutes ces contraintes, en fait, font que pour pouvoir vraiment favoriser le financement du secteur privé, il faut trouver les politiques adéquates pour pouvoir lever ces contraintes. Et en fait, je pense que effectivement, ces politiques peuvent être de plusieurs ordres. C'est peut-être essayer de voir chacune de ces contraintes, comment est-ce qu'on peut peut-être y remédier. D'abord, il y a des préalables qu'il faudrait avoir d'abord. C'est-à-dire que, quel que soit la profondeur d'un système financier dans un pays. Si ce pays n'a pas une certaine stabilité macroéconomique, il est difficile de pouvoir vraiment promouvoir le financement à long terme. Donc ça, c'est un préalable qu'il faut régler. Il faut s'assurer, bien sûr, que les pays aient une certaine stabilité macroéconomique. Il faut dire que dans notre zone, surtout au Sénégal ici, quand même, c'est pas un problème qui se pose. Donc c'est vraiment un pays qui a pu, pendant très longtemps, maintenir cette stabilité macroéconomique avec une inflation faible, mais également avec des taux de croissance, surtout ces 4-5 dernières années, qui sont assez, en fait, importants. Donc ça, c'est d'un. Un autre préalable, c'est vraiment, il faut trouver aussi le moyen de renforcer les systèmes juridiques, en fait. Parce qu'après tout, si dans un environnement comme l'environnement africain où souvent certains pays font face à des taux de créance en souffrance assez élevés, si vous n'avez pas un système juridique qui puisse permettre, lorsque les banques en fait font face à des problèmes de pouvoir rentrer dans leurs fonds, effectivement, en fait, vous aurez toujours des difficultés pour pouvoir mobiliser le financement. Donc vraiment, ça aussi, c'est un préalable qu'il faut satisfaire. Et un autre préalable aussi, et souvent, en fait, on en parle souvent parce que c'est une finalité en soi-même, mais c'est aussi, en fait, un moyen de renforcer le financement du privé. C'est l'inclusion financière. Si vous arrivez à, en fait, inclure davantage de populations défavorisées dans le système financier, en fait, vous créez des possibilités pour les banques de mobiliser davantage de ressources pour pouvoir, en retour, en fait, financer le privé. Et donc, ça, c'est aussi un préalable qu'il faut satisfaire. Et une fois que ces préalables sont satisfaits, maintenant, on peut vraiment procéder à certaines politiques qui puissent permettre d'améliorer l'accès au crédit. Et bon, je citerai juste certaines politiques. Je pense qu'il est assez tard et on n'aimerait pas retenir inutilement encore les participants en fait à ce forum très intéressant. D'abord, en fait, une chose qui est importante, c'est de s'assurer que le secteur financier est suffisamment développé, comme je l'ai évoqué tantôt. Est-ce qu'on peut, bien sûr, le régulateur, mais aussi les gouvernements, en fait, peuvent travailler ensemble pour pouvoir, en accord avec le privé, les acteurs bancaires et les autres acteurs financiers, trouver les moyens, voies et moyens d'améliorer, en fait, les instruments qu'ils utilisent. Je pense que ça, ce serait une bonne politique. Et je pense que dans le cadre actuel, une chose qui serait très utile, c'est vraiment de développer un peu l'innovation, de tirer profit des innovations technologiques dans le domaine financier. Je pense que les fintech, comme on le dit en anglais, en fait, jouent un rôle extrêmement important, non seulement pour améliorer l'inclusion financière, mais également pour permettre, en fait, de pallier à la faible bancarisation, en fait, auquel beaucoup de pays africains font face. Donc ça, c'est vraiment une politique qu'il faut utiliser. Et si vous le permettez également, je voudrais parler spécifiquement de certaines initiatives que le Sénégal a prises récemment pour vraiment promouvoir le financement du secteur privé. En fait, il y a eu certaines... Maybe before you go there, Yeah. because the second topic that Mr. Ketan is supposed to discuss is also directly in line with what you're talking about. Maybe can we combine the two lines of thought? Mr. Ketan,
What strategies do we require? Quelles sont les stratégies qui sont nécessaires pour accroître le niveau des investissements directs étrangers en relation avec les politiques qui doivent être mises en œuvre? À la fin de plusieurs panels de la journée, c'est extrêmement riche et diversifié. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais être assez pratique et direct en partant d'une petite expérience que le groupe Attijari Wafa Bank a vécu lui-même en tant que banque africaine qui a démarré ses activités du Maroc et qui s'est développée en tant qu'investisseur étranger dans un certain nombre de pays africains, mais aussi en dehors de l'Afrique. Et ça colle avec les thématiques qui ont été développées tout au long de la journée. C'est comment promouvoir des champions nationaux pour être les locomotives de la promotion du secteur privé et relancer l'investissement privé, national, mais aussi international au profit du continent africain. Et je crois que notre expérience cadre totalement dans cette vision, puisque nous-mêmes, en 2003, nous avons pris la décision, 2 banques privées, à capitaux privés, au Maroc, ont fusionné pour donner naissance à Attijari Wafa Bank. 2 banques qui avaient un siècle d'activité au Maroc. Ce sont les 2 banques les plus anciennes du secteur marocain, mais qui n'avaient pas la taille suffisante pour aller s'internationaliser. Et je crois que le point de départ, ça a été ça. C'est une fusion industrielle réussie entre 2 opérateurs bancaires. Et une fois la fusion industrielle réussie a été conclue, en 2006, nous nous sommes retrouvés avec une communauté humaine, des ressources humaines en excédent. Et on était devant 2 choix. Soit un choix qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable, et certainement qui pouvait donner la chance au président de la banque d'aller faire du golf, c'est de restructurer. Donc d'opérer des fermetures de doublons d'agences et de licencier une partie des ressources humaines. Et le deuxième choix, qui était beaucoup plus challengeant, beaucoup plus intéressant pour nous, c'est au contraire d'utiliser cet excédent de talent, de compétences confirmées dans l'activité bancaire et financière pour aller accélérer le développement de la nouvelle banque. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision, avec le soutien de notre actionnaire de référence, parce que ça a été facilité par un appel du chef d'État, Sa Majesté le Roi, qui, depuis son intronisation en 1999, a interpellé le secteur public et le secteur privé pour faire de l'intégration africaine et de la coopération sud-sud, mais aussi de la coopération nord-sud-sud, un axe hautement stratégique. Et c'est comme ça que nous avons, en tant que banque privée, ayant atteint une taille critique sur le marché marocain, puisque sur 16 banques que compte le marché marocain, on était à 30% de part de marché, toutes activités confondues. On s'est dit, nous avons la capacité humaine, nous avons l'expertise, l'expérience pour aller investir. Et aujourd'hui, on est opérateur bancaire dans 26 pays, dont 15 en Afrique, puisque sur les 10 dernières années, nous avons acquis 14 banques dans le continent africain, dans 14 pays africains. Et pour vous dire qu'en tant qu'investisseur direct africain en Afrique, on est extrêmement content de nos investissements. Ce n'est pas facile pour un investisseur africain d'aller investir et allouer une partie de ses ressources propres dans des territoires qu'il ne maîtrise pas. Et nous avons adopté une démarche rationnelle qu'adopte n'importe quel investisseur direct étranger. Et là, je rejoins votre interrogation. Comment faire pour accroître davantage l'intérêt vers le continent africain? Je crois que le premier message qui est très important, il faut savoir qu'un investisseur international, quand il s'intéresse à investir dans un pays à travers le monde, il actionne plusieurs canaux d'information, à commencer par les chancelleries, par les ambassades,
à commencer par les indicateurs internationaux, le classement Doing Business, le classement sur le système de la corruption, l'appareil judiciaire. Il fait un screening des risques pays. C'est ce que nous faisons. Nous avons 25 à 30 paramètres objectifs sur des index reconnus mondialement. Ce qui fait que la compétition est totalement ouverte. Chaque pays, aujourd'hui, doit faire l'effort nécessaire pour attirer le maximum d'intérêt vers son pays et contribuer au développement de l'investissement direct étranger. Et je suis vraiment très heureux sur le dernier index en matière d'investissement en Afrique, que le pays que je représente en 2018. Maybe let me cut you short before Yes. you go any further. If I'm getting you Si je vous comprends bien, vous dites que les interactions pour aller au-delà même des changements politiques donc votre collègue parlait, l'orateur parlait des changements politiques nécessaires. Que parmi les critères sur lesquels se base un investisseur direct étranger, c'est la vision et la stratégie d'un pays qui est portée par le leader, le chef d'État et ses gouvernements successifs. Cette vision stratégique donne de la lisibilité et donne une lecture très claire pour que dans une filière donnée qui concerne l'investisseur, qu'il puisse investir en toute sérénité, en toute sécurité. Parce que, comme je l'ai dit, lui, il met sur la balance plusieurs destinations possibles de son investissement. Il a un capital, le capital étant rare, et il doit allouer ce capital, assurer sa sécurité et assurer un retour tout en contribuant au développement socio-économique du pays d'accueil pour pérenniser ses investissements. Donc il est essentiel qu'un pays se dote d'une vision stratégique à moyen et long terme, avec des politiques publiques qui sont très claires et stables. Si aujourd'hui, vous prenez dans la cartographie qui a été présentée par le vice-président de la BAD, si un certain nombre de pays attirent sur des filières et des chaînes de valeur mondiales l'intérêt des investisseurs internationaux, c'est parce que ces pays se sont dotés de stratégies très claires et qui engagent le chef d'État, qui engage les gouvernements, qui les portent et qui leur donnent assez de crédibilité et de la durée dans le temps. Et ça permet aussi aux banquiers que je suis, à la banque, d'être rassurés pour accompagner le financement des investisseurs directs étrangers. Parce que l'investisseur étranger, il mobilise du capital propre, ce n'est qu'une petite partie de ce qui est mobilisé comme ressources. Mais il s'adosse sur des financements internationaux, mais aussi des financements locaux. Et Dieu merci que, malgré toutes les difficultés qui ont été justement exposées par mon ami du ministère des Finances et de l'économie sénégalais, le secteur bancaire africain, le secteur bancaire international, les banques multilatérales apportent l'accompagnement et le financement nécessaires. Est-ce suffisant? Moi, je peux vous dire non, parce que face aux besoins énormes en termes d'investissement, d'infrastructures pour résorber les déficits en infrastructures, en termes d'investissement pour porter et tendre la main au secteur privé et permettre aux opérateurs qui soient de petite taille, de moyenne taille ou de grande taille de réaliser leurs investissements, l'Afrique a besoin d'une mobilisation de ressources locales et de ressources à l'international conséquentes. Mais là aussi, je rejoins ce qu'a dit le président du CIAN. Il a posé une problématique qui est importante. C'est la perception du spread, du risque. Et ça rejoint ce qu'a dit le président Macky Sall ce matin. Il faut que les bailleurs de fonds internationaux puissent intégrer le véritable niveau du risque au niveau du continent africain pour que les spreads, les marges qui sont adossées sur les lignes de financement des investissements en Afrique tiennent compte de la réalité du risque africain. Moi, à ma connaissance, nous avons dans tous les pays de présence où nous opérons des investisseurs internationaux, qu'ils soient multinationaux ou PME, européennes, asiatiques, que nous finançons au quotidien. À ma connaissance, je ne connais pas dans notre portefeuille, dans notre fonds de commerce, sur plusieurs décennies, des multinationales qui ont perdu de l'argent au niveau du continent africain.
Ils ont des retours très intéressants. Peut-être qu'ils en ont perdu dans d'autres territoires, en dehors de l'Afrique. Mais comment ça se fait que le spread africain demeure aussi élevé? Ça, c'est une problématique qui se pose aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une mobilisation générale du continent africain, de telle sorte à ce que la perception rejoigne la réalité, pour que nous puissions mobiliser les capitaux à des niveaux intéressants et compétitifs, pour favoriser justement et drainer le maximum de ressources financières vers l'Afrique. Deuxième élément important, et ça rejoint aussi à ce qui a été soulevé par mes deux amis ici présents, c'est le taux d'intérêt du financement des investissements en Afrique, mais aussi du cycle d'exploitation, des besoins en fonds de roulement des entreprises que nous finançons au quotidien. Mais ça, c'est lié à deux facteurs essentiels. Premier facteur, c'est que la collecte de l'épargne, demeure insuffisante par rapport au potentiel, parce qu'il y a une économie informelle qui est vraiment prospère. Je crois que la dématérialisation, la digitalisation de nos économies va permettre de combler le déficit en infrastructure, de présence d'agences bancaires en quantité suffisante pour capter cette épargne. Et je crois les solutions aujourd'hui sur le mobile, les solutions qui sont opérées par le secteur bancaire, mais aussi par les fameuses fintech, apportent des solutions extrêmement intéressantes et innovantes. Mais deuxième facteur important qui a été mentionné, et sur lequel je souhaite quand même donner quelques chiffres indicatifs importants, c'est que quand vous avez une économie où le taux de créance en souffrance des crédits bancaires oscille entre 15 et 28%, ça affecte la marge d'intermédiation de la banque. Pourquoi? Parce que, une bonne partie des PME sont exclues du financement de la banque. Parce que si on avait une quantité importante d'opérateurs économiques qui sont bancarisés, on atomise le risque et on travaille sur le volume. Et le volume permet d'améliorer le spread sur les risques pris par les banques. Donc, déjà, il y a un problème de volume et d'accessibilité. Deuxième élément important, c'est que l'économie informelle fait que, quand on a des difficultés, c'est la banque qui doit trinquer. Et ça rend difficile l'équation de rendre le financement accessible avec les garanties les moins allégées possibles qui se situent uniquement sur le patrimoine de l'entreprise que nous finançons et non pas aller au-delà du patrimoine de l'entreprise, mais aussi optimiser les conditions financières pour l'investisseur, qu'il soit national ou international. Donc ce sont des éléments extrêmement importants et moi je peux vous dire qu'en tant qu'investisseur direct, aujourd'hui dans 15 pays africains, nous avons une croissance de nos activités qui est vraiment très intéressante, avec des retours intéressants que nous partageons aussi dans le cadre d'alliances et de partenariats. Et c'est là où je rejoins l'idée, là aussi de l'investisseur direct étranger, c'est que sans une alliance et un partenariat équilibré entre opérateurs africains et opérateurs en dehors de l'Afrique, nous n'irons pas loin. Thank you. Je vous remercie. Je pense que c'était quelque chose, une contribution très détaillée. Donc, en définitive, nous devons voir comment est-ce qu'on peut équilibrer les financements venant du secteur privé et les financements venant du secteur public. Parce qu'on sait que nous avons un problème de financement en Afrique et nous devons résoudre ce problème. On a un plan de développement qui doit financer et ça doit être financé ça peut être financé par le secteur public. Parce que vous pouvez le voir, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. On a plusieurs pays africains qui sont pas loin de la banqueroute, alors qu'il y a d'autres qui ont un problème sérieux de dette et on devrait trouver une solution pérenne. Et je me demande toujours, est-ce qu'il faut regarder la question des retours sur investissement ou bien des impacts? Enfin, je crois que les deux, le return et l'impact, ça va de pair. Mais le problème que vous soulevez, Monsieur le Ministre, est important, c'est celui de la combinaison des financements entre le financement public et le financement privé. Je voudrais juste vous donner une vision sur un exemple qui est le financement des infrastructures. Quand on construit une centrale électrique,
quand on décide de développer la livraison de l'électricité dans un pays, quand on se construit une ligne ferroviaire, tout le monde peut imaginer que le secteur privé est mieux à même techniquement de le faire parce que c'est son métier. Il sait construire une voie ferrée, il sait construire une centrale électrique. Mais tout le monde peut aussi comprendre que le seul capital, le seul investissement du secteur privé ne pourra jamais être rentable compte tenu de la taille de cet investissement, qui est un investissement d'infrastructure très élevé, et compte tenu du pouvoir d'achat du pays, on ne pourra pas se récupérer, rembourser l'investissement sur 20 ou 30 ans avec les tarifs payés ou acquittés par les clients. Donc, c'est pourquoi je plaide pour le partenariat, car il faut, dans un cas comme cela, faire une combinaison de financement mixte entre un financement public pour la part qui ne pourra pas être payée par la tarification aux clients ultérieure, par exemple l'électricité. On ne peut pas sans doute vendre dans les pays africains l'électricité à un tarif qui va amortir le montant nécessaire pour construire des centrales. Donc il faut en faire une partie par subvention. Et c'est là où je trouve que l'aide internationale, la fameuse aide publique au développement, a tout son sens. On devrait dire, par exemple, l'aide publique au développement finance par le don un tiers de l'électrification d'un pays. Et l'autre tiers, c'est au secteur privé de le financer par son capital, par son equity. Il prend le risque, le capitaliste prend son risque, il met l'argent, et ensuite il a 20 ans ou 25 ans pour rembourser son investissement par le biais de la tarification faite aux clients. Donc c'est un mixte entre le public et le privé. Mais vous voyez bien, pour que ce que j'explique marche, il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait la confiance dans l'avenir et la stabilité. Vous ne trouverez pas d'acteurs qui vont se lancer dans un programme tel que celui que je viens de décrire si l'acteur en question se dit qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Est-ce que le régime va changer? Est-ce que les règles vont changer? Est-ce que la fiscalité va changer? Donc, quand je plaidais tout à l'heure pour le climat des affaires et la confiance, c'est vraiment absolument clé. Je vous remercie. Je voudrais donc en profiter pour remercier tout un chacun pour votre participation avec cette session. Je vous remercie encore une fois. Je voudrais remercier tout un chacun. Nous sommes à la fin de cette journée. Nous allons avoir un dîner qui se déroulera le soir. Et tous ceux qui sont invités sont invités à pouvoir profiter du dîner ce soir. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de soirée.